Bonjour et bienvenue dans le SOAS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette 6e saison consacrée à cette aventure incroyable dans laquelle je me suis mise depuis mars 2026, c'est-à-dire ma reprise d'études à 37 ans. Si vous venez de débarquer, enchantée. Moi c'est Swad Azrar, je suis consultante en gestion de carrière et coach certifié d'État. Et pour cette année 2026, j'ai mis en œuvre, j'ai mis naissance quelque part à ce projet de reprendre mes études à 37 ans dans les ressources humaines. Voilà, je ne vais pas vous réitérer tout ce qui s'est passé parce que vous retrouverez d'ores et déjà sur la chaîne l'introduction de cette saison, également l'épisode 1 où je vous expliquais là où tout a commencé, comment cette idée a germé, puis comment elle s'est concrétisée. Donc si ça vous intéresse, toute la partie comment est-ce qu'on fait pour réfléchir à son avenir professionnel, comment est-ce qu'on met en œuvre un projet, comment ça se passe pour le financement, comment ça se passe en termes d'accompagnement, je vous délivre tout ça dans ces 2 premiers épisodes de cette 6e saison. Évidemment, vous retrouverez d'autres sujets sur la chaîne. Ici, on parle de projets professionnels, on parle de gestion de carrière, on parle de coaching, on parle de développement personnel. Voilà, et justement, il y a un aspect un peu novateur dans ce que j'ai proposé en tout cas jusqu'à présent, puisque je crée en fait en parallèle de cette 6e saison un documentaire où je vous livre quasiment quotidiennement en format de vlog les incidences de ce choix-là dans ma vie personnelle. J'avais vraiment envie de vous partager cette partie-là qu'on ne voit pas. Voilà, alors oui, le podcast, cette saison est un moyen de vous offrir en format audio, mais également en format vidéo, mon retour d'expérience sur des thématiques précises, mais vous ne voyez pas nécessairement tous les impacts personnels que ça peut avoir de reprendre ses études. Je me suis dit, tu crées en parallèle un documentaire, ce sera, je pense, intéressant pour tout le monde, autant pour moi, pour avoir une trace de ce qui s'est passé pour moi, mais autant pour vous également de vous prouver qu'il est possible totalement de reprendre ses études. Ça demande des ajustements, ça demande de faire des choix, de faire des concessions pour que cela puisse se dérouler au mieux. Voilà pour cette petite introduction, je voulais quand même remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit. Alors, le contexte un peu de cet épisode, parce qu'il est particulier. J'ai dû, j'espère, je croise les doigts, je touche du bois vraiment, pour qu'il n'y ait pas d'interaction, mais voilà, je devais réaliser vous partager mon retour d'expérience pour ce 3e épisode qui est consacré au doute. Et surtout, je pense que le titre sera « J'ai trouvé un moyen de calmer mon chaos mental ». Je voulais vraiment prendre le temps pour cet épisode, pour ce 3e épisode. Et je voulais toujours le faire à l'extérieur parce que c'est un peu la thématique de cette saison. Si vous avez manqué ça graphiquement parlant et que vous n'écoutez que le podcast sur les plateformes d'écoute, c'est très bien, mais bon, je me suis dit, écoute, cette année, tu es dans le sud, autant profiter qu'il fasse beau pour partager des moments à l'extérieur. L'endroit où j'avais enregistré les 2 premiers épisodes, il y avait du monde, et puis ensuite il a plu, et puis j'ai dû réfléchir à un autre endroit, et puis finalement il y avait trop de voitures, et puis finalement il a plu, enfin bref, c'était chaotique. Je trouve que ça fonctionne tellement bien. Le background que vous n'avez pas vécu mais que moi j'ai vécu pour cet épisode, ça fonctionne tellement bien avec la thématique parce que c'est littéralement ce qui se passe dans ma tête. Puisque j'ai un TDAH et ma perte de concentration en ce moment est très rude à vivre et je pense que ça fonctionne tellement bien avec la thématique. J'ai trouvé un autre endroit. Écoutez, des gens peuvent s'arrêter, la route n'est pas très loin. Je suis quand même un peu cachée, un peu protégée. On verra bien. Mais je me suis dit, le background est tellement beau, c'est quand même dommage de s'en priver, quoi. Bref. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler en fait des doutes que j'ai ressentis, du mal-être dans lequel j'ai pu être au cours de ces 2 premiers mois de formation, parce que j'enregistre cet épisode, on est le 7 mai. Vous remettre dans un contexte, c'est important. Je passe un titre professionnel ARH, assistante des ressources humaines.
Et dans ce titre-là, vous avez 2 blocs de compétences. Le premier que j'ai finalisé, qui m'a valu beaucoup de doutes et beaucoup de problématiques, et j'aimerais justement qu'on en parle ensemble, en tout cas vous donner mon retour d'expérience. Le bloc 1 qui en fait est autour de la gestion de l'administration du personnel. Donc ça va de la création du contrat, de l'avenant, des avertissements, ça va de la gestion de paie, bien entendu, des indicateurs RH, etc. Et finalement, ce deuxième bloc, il a plus d'écho avec mes compétences actuelles, c'est-à-dire la gestion de carrière, donc l'accompagnement des salariés dans leur carrière, toute la partie développement des compétences d'une entreprise, etc., etc. Si vous souhaitez en savoir plus, évidemment, je vous laisserai faire vos recherches en toute autonomie. Voilà, je fais une petite synthèse parce que je n'ai pas non plus envie que cet épisode soit trop long et j'aimerais faire le moins de cuts possible, le moins de montage possible. Ça m'allégerait beaucoup. Et donc au cours de ces 2 premiers mois, depuis mon entrée en formation le 2 mars 2026, eh bien j'étais dans cette intention de découvrir des compétences que je ne connaissais pas. C'était bien ça, la destination de cette reprise d'études, acquérir des compétences que je n'ai pas. Des compétences qui sont nécessaires pour les projets professionnels que j'ai en tête et surtout indissociables de mes activités avec ma clientèle, que ces clients soient particuliers ou encore entreprises. Donc c'était un tout bénéf pour moi. Évidemment, ce que je ne savais pas, ce que j'ai découvert, ou tout du moins, pas que je ne le savais pas, mais j'en étais pas certaine, c'est-à-dire, est-ce que ça va être facilitant pour moi aujourd'hui? Alors, je ne prends pas mon âge en considération, mais plutôt mon trouble du neurodéveloppement. Est-ce que ça va être facilitant pour moi aujourd'hui de laisser mes connaissances de côté, d'ouvrir une nouvelle page et d'acquérir toutes ces nouvelles compétences, bien que je sache à l'avance, et je l'ai découvert de plus en plus et je l'ai confirmé de plus en plus, qu'il y a des logiques, des points dans ce bloc 1 de ce titre-là qui va m'amener des difficultés. Je vous en parle parce que je suis persuadée qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ressentent et qui vont peut-être comprendre ce que j'ai vécu. Et donc je me suis dit, écoute, tu vas en parler et surtout, j'ai pris de quoi noter, je vais me servir de mes notes, sinon je vais partir dans tous les sens. Mais j'ai surtout trouvé un outil. Après plusieurs recherches, j'ai surtout trouvé un outil qui me permet de calmer mon chaos mental et je veux vous le partager. Je veux absolument vous donner l'opportunité, vous aussi, si vous êtes en reprise d'études, si vous songez, si vous connaissez des personnes qui sont en reprise d'études, ou si simplement vous souhaitez mieux gérer, alors je ne sais pas si c'est mieux, c'est le terme le plus adapté, mais ou en tout cas être dans cette intention de reprendre à bras le corps ce qui se passe pour vous et d'y mettre un peu plus de structure. Et cet outil m'a vraiment aidé à y voir beaucoup plus clair. Évidemment, je vous donnerai le contexte. J'ai pris également un extrait de mon journal intime. Alors évidemment, c'est un extrait qui a été un peu édulcoré, bien entendu. Vous n'avez pas tout le reste. Mais je pense que c'est sympa en tout cas de vous donner en toute authenticité et en toute franchise le cheminement. Donc on va commencer par le début. Lorsque j'ai débuté cette formation, j'avais évidemment connaissance de mon TDAH. J'avais connaissance de mes pertes de concentration, j'avais connaissance de ma capacité d'apprentissage et surtout comment il me fallait plus ou moins adapter ma manière d'apprendre avec qui je suis, littéralement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une formation, certes à distance, mais une formation qui me permet de créer des moments où je suis pleinement concentrée sur la formation, des moments où je peux décrocher, pour éviter la pression temporelle, pour éviter toute cette surcharge cognitive que je pourrais avoir. Tout le monde, clairement, peut être amené à avoir une surcharge cognitive, bien entendu, mais plus encore quand on a des pertes de concentration, plus encore quand on a un TDAH. Je ne dirais pas que c'est du perfectionnisme, mais l'envie de bien faire, en tout cas pour moi, l'envie de bien faire est très présente chez moi. Aussi, quand on a
quand je suis face à ces pertes de concentration, je me dis mais putain la vache, ça fait 10 minutes que j'y suis et j'ai lu quelque chose, mais je ne sais absolument pas ce que j'ai lu parce que je suis partie ailleurs. Donc j'ai choisi un centre de formation qui propose justement une plateforme à disposition où on peut se connecter quand on veut, quand on peut, à tous les jours bien entendu, mais surtout avoir à disposition une formatrice, enfin, dans mon cas c'est une formatrice, qui me permet, lorsque je me sens pas en capacité d'engranger correctement les informations ou que je ne les comprends pas, eh bien de la solliciter en disant bonjour, j'aimerais avoir un entretien avec vous parce que là je suis en train de lire quelque chose et je ne comprends pas. Donc j'ai plus ou moins fait en sorte de sélectionner la configuration, je veux dire comme ça, la configuration de la formation la plus optimale pour moi. Mais bien entendu, je ne suis pas vaccinée au doute, je ne suis pas vaccinée aux incompréhensions que j'ai pu vivre et surtout je ne suis pas vaccinée à la perte de confiance et à ces moments de down que j'ai pu vivre. Donc je vais vous en expliquer parce que ça a amené à, voilà, comment dire, à vivre un chaos mental pas du tout agréable, quoi. Pour ça, eh bien, j'ai constitué en fait une liste de questions qui va me permettre de vous faire un retour d'expérience le plus efficace possible. Parce que je pourrais vous parler de mon histoire, je pourrais vous parler comme si voilà, je parlais à une amie, je parlais à quelqu'un de proche de moi. Oui, je pourrais, mais je ne suis pas certaine que ce soit vraiment constructif pour vous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de questions et je vais répondre à ces questions pour que vous puissiez peut-être pour que cela puisse vous parler, pour que vous puissiez quelque part trouver les réponses aux questions que peut-être vous vous posez. Je fonctionne très bien comme ça, c'est un peu la fonction psy. Est-ce que c'est parce que j'aime ma psy par-dessus tout et que j'adore ces questions et que maintenant j'en ai fait peut-être une façon d'être? C'est possible, mais j'aime bien me poser des questions. J'aime beaucoup me poser des questions. En tout cas, il y a plusieurs points que j'aimerais évoquer avec vous. Encore une fois, j'ai vraiment pas envie que cet épisode soit trop long, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc je vais répondre à ces questions en toute transparence, en toute honnêteté. Et si cela vous parle, évidemment, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre ressenti, si vous vous êtes retrouvé dans mes propos, si vous vous êtes retrouvé dans mes réponses, et si vous avez d'autres questions auxquelles vous souhaiteriez peut-être que je réponde, parce que vous aussi vous posez des questions sur cette reprise d'études, peu importe votre âge, et que vous êtes aussi porteur d'un TDAH ou non, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, je serai ravie évidemment de vous lire. Donc, le premier point que j'ai appelé point de bascule, je vais répondre à cette question: à quel moment précis le doute est apparu? Chez moi, le doute est apparu quand il a fallu réaliser la première évaluation en cours de formation du premier module. Le module 1 de ce titre-là est réservé à toute la partie droit social, droit du travail. On découvre tout ça quand on commence ce titre-là et on va parler de toute la partie contrat, la partie sanction, la partie licenciement, démission, tout le cadre légal derrière un contrat et la contractualisation quelque part d'une entreprise avec un individu et au moment où il en devient un salarié, quoi. Lorsque j'ai fait cette première évaluation en cours de formation, c'est là où j'ai ressenti comment expliquer? L'évaluation en cours de formation est censée durer 2h30. La formatrice, le centre de formation avec lequel je collabore aujourd'hui, m'a expliqué, si en 2h30 vous n'y arrivez pas de problème, pas de souci, vous pouvez vous laisser la journée entière, vous pouvez même vous laisser le week-end entier, vous faites votre évaluation de votre côté, vous avancez comme vous pouvez et vous m'en faites un retour au maximum lundi. L'évaluation était ce vendredi. Déjà avec ce contexte, moi j'en étais pas du tout... je pouvais pas laisser cette évaluation courir pendant un week-end entier,
Ça m'était totalement impossible. Lorsque je suis sur quelque chose, il faut absolument que j'y suis jusqu'à la fin. Ou alors que j'y mette un timer. C'est pour ça que j'ai créé notamment une playlist appelée Pomodoro sur la chaîne. J'en parlerai un peu plus loin. Voilà. Soit je crée un moment de focus, pas plus d'une heure, sur une activité, ok, je peux décrocher et reprendre après. Si on me laisse 24-48 heures, c'est fini. Je ne peux pas, vraiment, je n'y arriverai pas. Donc je me suis dit non, là je suis à 2h30, il faut absolument que je termine l'évaluation en cours de formation. 2h30, allez, je me laisse peut-être 2h45. Et au cours de cette évaluation, j'ai senti mon cerveau décrocher beaucoup de fois. J'ai eu beaucoup de mal à rester zen, à prendre du recul, à me calmer toute seule, à exercer tous les exercices que je connais de respiration. Et j'ai senti, en fait, à ce moment-là, la distorsion ou la différence entre au moment où j'étais sur la plateforme, à lire les cours, à prendre des notes, et penser que j'avais engrangé ces compétences, et me voilà face à l'évaluation en me disant « je me souviens de ça, alors je vais prendre le cours, je prends le cours, je le relis, oui c'est bon, j'ai bien pensé à ça, et je commence à répondre à la question, mais en oubliant de relire ce qu'on m'avait demandé au départ, parce que, une fois de plus, je suis partie de ce qu'on m'a demandé. Ça m'a fait penser à quelque chose. Ce quelque chose m'a emmené à aller chercher le cours. J'ai relu le cours, ok c'est bon, j'ai bien toutes les connaissances, toutes les informations. Je ne reviens pas sur ce qui a été lu au préalable. Je pars du postulat que j'ai compris. Or c'est faux. Donc le doute est apparu au moment où je me suis rendu compte de la perte d'énergie et de cette sensation d'être submergée sur une seule évaluation, alors qu'il y en a plein d'autres qui risquaient d'arriver, et qui vont arriver et qui sont arrivés, et de me dire mais comment est-ce que je vais réussir à tenir sur ces 10 mois de formation, ces 9 mois de formation, comment je vais réussir à tenir avec toutes les évaluations qu'on va me demander de réaliser, comment est-ce que je vais tenir pour tout engranger, tout mémoriser, retranscrire mes idées lisiblement, d'éviter de me disperser, de ma dyslexie, d'éviter de me disperser et de produire quelque chose de juste et de correct pour obtenir le titre. J'ai vu toute la montagne à grimper et je me suis dit mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais réussir à engranger tout ça, à mémoriser tout ça ? Parce que le but tout de même de ce titre-là, ce n'est pas de lire pour lire, mais bien d'obtenir des compétences. Donc oui, c'est post-stress, post-évaluation des conséquences de mon TDAH sur l'évaluation, vous m'aurez comprise, où là j'ai fait un peu un état des lieux en me disant ça va être chaud. Ça va être chaud patate. Si je trouve pas des solutions, mais heureusement j'en ai trouvé, si je trouve pas des solutions, ça va être chaud patate. Et quelque part, j'ai un peu répondu à cette deuxième question. Qu'est-ce qui l'a déclenché concrètement ? Concrètement, c'est après 2h45 d'évaluation, vraiment, je pense qu'on voit très bien physiquement. Et c'est pour ça que le documentaire, je le trouve vraiment intéressant, autant pour vous que pour moi. C'est que, comment expliquer ? J'ai filmé, et je fais absolument toujours ça encore maintenant, j'ai filmé en fait l'avant et après évaluation. Non mais c'est drôle parce que en fait on voit physiquement, c'est comme si on m'avait roulé dessus. Vraiment c'est fou parce que on voit qu'avant je suis très guillerette, oui je vais y arriver, c'est ok. Et voilà, j'étais dans cet état d'esprit et on voit la suite, on voit l'après. Et on voit que je suis fatiguée.
Et je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Alors que il faut bien entendre que des situations stressantes, j'en ai eu dans mon existence, surtout professionnellement parlant, et bien plus stressantes et avec bien plus de responsabilités. On attendait bien plus de moi dans mon passé professionnel, hein, qui est encore aujourd'hui présent, mais bref, vous m'aurez comprise. On attendait bien plus de moi il y a quelques années sur des sujets extrêmement sensibles et le stress était présent, mais pas le même stress. C'est dire voilà, à quel point la charge cognitive et la surcharge cognitive est chez moi un point de vigilance sur lesquels voilà, j'ai été attentive grâce notamment à ce documentaire en me disant mais ça se voit physiquement à quel point ça a été fatigant pour toi alors que tu as déjà connu des moments de stress bien plus intenses où on te demandait bien plus avec une responsabilité bien plus importante que passer un titre, hein, t'en es responsable vis-à-vis de toi-même, personne ne te demande quoi que ce soit. Et ben oui, en fait, j'ai été beaucoup plus impactée finalement que dans ces moments-là. Donc on va passer à cette deuxième partie. J'ai voulu poser des questions sur cette partie, investiguer d'où provient le doute. Donc la question est la suivante. Tu doutais de quoi exactement? Tes capacités, ton choix de formation, ta légitimité. Et la deuxième question est quelle phrase tournait en boucle dans ta tête? Alors, je doutais surtout de mes capacités, oui. Alors, du choix de formation, non. Parce que pour le coup, on est en plein dedans, ça répond à mon besoin, ça répond à mon projet professionnel, apporter des réponses beaucoup plus complètes et beaucoup plus actuelles dans des connaissances que je n'avais pas jusqu'à présent autour du droit du travail. Donc non, ça répond complètement à cette perspective. Ça n'a pas vraiment été ma capacité à comprendre le cours. Ça n'a pas non plus été la capacité pour moi de comprendre ce que j'étais en train de lire, en train de... c'est pas forcément les cours en tant que tels, hein. Encore une fois, c'est pas ma compréhension des cours, mais c'est ma capacité cognitive. J'avais des doutes quant au fait de pouvoir maintenir cette pression-là et cette charge-là tout au long des semaines. Et là, je me suis dit, ouais, vigilance parce qu'à un moment donné, en fait, le but n'était pas de rentrer en burn-out. Le soleil est en train d'avancer, mais le but n'était pas... Enfin, le but ultime de cette formation, c'est pas d'en arriver au burn-out parce que, outre le fait d'être en formation, évidemment, j'ai d'autres activités comme la création du podcast, des épisodes du podcast, comme réfléchir aux épisodes du podcast, comme le vlog, le documentaire, comme mes autres engagements auprès d'autres personnes sur de la création de contenu, etc. Donc le but n'était pas de m'en rajouter, quoi. Donc oui, je dirais que je doutais de quoi exactement. Encore aujourd'hui, c'est... Voilà. Comment est-ce que je peux arriver à ce point d'équilibre? Comment est-ce que je peux arriver à cette bascule? Je crois que j'entends quelqu'un parler. Je ne sais pas si vous verrez une très grande différence, mais j'ai dû rebouger un peu parce que le soleil était en train de m'embêter. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc. Je ne sais pas. On verra. Mais là, je devrais être tranquille pour un petit bout. Je me suis un peu rapprochée, enfin bref. Donc, j'étais en train de vous dire que oui, je doutais plutôt de mes capacités cognitives et d'être, maintenant, au bout de 2 mois post-formation et post-bloc de compétences qui m'a vraiment généré des difficultés. Si c'est également votre cas, procurez-vous des moments de décharge cognitive, procurez-vous vraiment des moments pour souffler, pour déstresser sur toute la pression que vous pouvez vous mettre parce que ça risque de vous perdre. Sincèrement, ça risque peut-être de vous perdre. Donc la deuxième question est la suivante. Quelle phrase tournait en boucle dans ta tête? Je pense que c'est ça.
C'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que alors je me demandais pas si c'était fait pour moi, je me demandais pas si, ça y est, je suis peut-être plus faite pour apprendre. Ça a jamais été vraiment des questions que je me suis posées, ça a vraiment jamais été des réflexions. Voilà, des croyances, des limites et cetera, absolument pas. Ce que j'avais en tête, c'est comment est-ce que je vais faire pour engranger toutes ces compétences et pas me sentir submergée. Vraiment, ça a été tout au long de ces 2 mois. Alors un peu moins sur la fin parce que voilà, je vais vous parler, tout de même, si on arrête de m'interrompre, je vais vous parler tout de même, voilà, de cet outil, hein, que j'utilise, qui m'aide véritablement, heu, maintenant, ouais, je pense qu'on est sur, si je devais, mettre un pourcentage, avant que je découvre ou que je mette en place cet outil, mon doute était, pas quotidiennement, mais quasiment entre 70 et 80. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Et cetera. Après avoir mis en place cet outil, je suis descendue entre 20 et 30, vraiment. Alors il y a des moments où j'y pense dans la journée, quand je suis, dans le cours, mais beaucoup moins, vraiment beaucoup, beaucoup moins. On va passer au troisième point que j'ai appelé conflit interne. Il y a également 2 questions. Je les ai un peu écrites comme ça. Une partie de toi voulait continuer, pourquoi? Une partie de toi voulait lâcher, pourquoi? Alors je vais commencer par l'autre, par le côté négatif. D'ailleurs, on m'a toujours expliqué que quand il fallait, annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, enfin, il fallait toujours commencer par la mauvaise et quand même enchaîner par une bonne nouvelle ou d'en trouver une pour essayer d'alléger un peu, la mauvaise nouvelle. Voilà, petit truc, peut-être que vous le connaissez. Enfin bref, du coup, la question qui fâche, donc une autre, partie de toi voulait, lâcher, pourquoi? Alors je pense ne pas avoir voulu lâcher, il y a peut-être eu un moment, et ça a été dans le module 2, qui est consacré à la gestion de paie. Alors, nous ne passons pas, enfin je ne passe pas un titre professionnel gestionnaire de paie, donc je ne suis pas énormément dans ces données purement mathématiques, mais tout de même, il y a l'utilisation d'Excel, il y a des formules mathématiques, il y a des calculs, il y a des données mathématiques qui, pour moi, sont... Voilà, vous le verrez, bon, vous le verrez dans les prochains épisodes du vlog, dans le troisième qui sortira ou qui est déjà sorti quand vous écoutez ou vous regardez cet épisode. L'épisode 4. J'en parle un petit peu moins dans l'épisode 5, mais voilà, dans ces 2 épisodes-là, je vous en parle en large et en travers, à quel point c'est compliqué pour moi. Ah, ma petite abeille, allez, on a besoin de toi, cocotte. On a besoin de toi. Donc oui, cette partie de moi a voulu lâcher lorsque je me suis rendu compte de l'inadéquation totale entre mon profil et les maths. Je ne suis pas une matheuse. Je ne suis absolument pas une matheuse. Je suis une littéraire. J'adore écrire. J'adore comprendre la langue française. J'adore comprendre la langue anglaise. J'adore l'anglais. Alors, ça ne fait pas de moi quelqu'un de bilingue, mais tout de même, j'ai un bon niveau, je pense. Voilà, j'adore être dans la communication, échanger, partager, mais alors non pas que les maths ou la physique ou que sais-je ne sont pas des domaines qui nous empêchent de communiquer, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste qu'il y a cette forme de communication mathématique, cette forme de communication via des formules, je ne pige que dalle. Et donc quand il a fallu, dans ce module 2, eh bien, me faire violence pendant plusieurs semaines, également dans le module 3, puisqu'on parle d'indicateurs RH, donc de faire des tableaux, des statistiques, etc. Et ben en fait, je me suis sentie tellement éloignée de la personne qu'on me demandait de devenir et la personne que je suis. J'ai vu un chemin tellement, tellement large, j'ai vu un pont tellement grand que je me suis dit mais ça va être inatteignable pour moi. Alors évidemment, j'ai reconsidéré mon approche, notamment grâce à cet outil. J'ai reconsidéré le chemin à parcourir. J'ai remis, voilà, encore une fois, en perspective mes doutes en me questionnant correctement. Et vous allez voir, je vais vous en parler tout de suite après. Mais
Donc oui, une partie de moi a voulu lâcher parce que je me suis dit, mais j'essaie de devenir quelqu'un que je ne suis pas. J'essaie de devenir quelqu'un que je ne serai jamais. Comment est-ce que je vais arriver à être cette version que je suis en train d'apprendre grâce à cette formation? Comment je vais réussir à l'être? Vous verrez, il y a un plot twist. Personne ne me demande quoi que ce soit, c'est moi qui me demande surtout beaucoup de choses. Mais vous allez voir, il y a un petit plot twist ensuite. Et donc, une partie de toi voulait continuer. Oui, mis à part ce temps plus ou moins court, mais vécu très, comme si c'était très long pour moi, les 95% du temps, bah oui, non, c'était, voilà, ça ne fera que passer, ça passera, et n'oublie pas ton objectif, et n'oublie pas pourquoi tu t'es mise dans cette situation. Donc, voilà, je voulais commencer par la partie un peu plus complexe, parce que pourquoi est-ce qu'une autre partie de moi voulait continuer? Parce que je suis quelqu'un qui, quand elle s'engage vraiment, parce que j'avais fait un short justement, et je le disais également dans l'épisode 1, je suis quelqu'un de congruente. Quand je dis oui, c'est oui, quand je dis non, c'est non, quand je te dis je sais pas, quand je te dis écoute, laisse-moi du temps pour y réfléchir, concrètement c'est ce qui se passe pour moi, j'y réfléchis et je donne une réponse ferme. Donc, pourquoi je voulais continuer? Tu t'es engagé, et t'y vas. Voilà. Quatrième point, on va parler de TDAH, parce que c'est un peu important tout de même. Donc, dans quelle situation concrète il t'a pénalisé, donc mon TDAH, mon trouble, et à l'inverse, est-ce qu'il t'a aidé quelque part? Alors, je n'ai pas l'impression que mon trouble du déficit de l'attention me soit favorable. En revanche, mon hyperactivité, ça oui. Parce que vous pouvez avoir un TDA avec ou sans hyperactivité. Moi, j'ai clairement une hyperactivité très très présente, qui tout de même a été très difficile à diagnostiquer pour moi. J'ai réussi au travers de mon adolescence à mettre en œuvre des stratégies d'adaptation incroyables, d'après ce que me faisait le retour du corps médical. Donc bon, voilà, très contente d'avoir mis le doigt sur ce qui a péché pendant bien des années. Mais voilà, ça c'est un autre sujet, une autre saison du podcast, ou peut-être que j'en parlerai ici, je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Mais donc, est-ce qu'il m'a aidé à un moment donné? Oui, mon hyperactivité fait que j'engrange énormément de travail en un laps de temps très court. Je sais que je n'arrive pas à être concentrée, alors je m'active énormément lorsque mon focus est présent pour mettre en œuvre énormément de choses en un temps très court. Par exemple, la semaine de 4 jours, pour moi, elle fait sens. Même mieux, la journée de 4 heures, pour moi, elle fait sens. J'arrive à faire beaucoup plus de choses en un laps de temps très court. En 3-4 heures de temps, j'arrive à... En tout cas, je le voyais vraiment quand j'étais salariée, notamment au tout début de ma carrière. Je savais que mes collègues, on leur donnait une semaine pour faire cette mission. Bon, vous me laissez 2 jours, pour moi c'est fait. Et c'est pas mal fait, c'est bien fait. Mais j'ai pas besoin de la semaine en fait. Bon, ça m'a valu des choses pas très cool, notamment d'entreprises qui essayaient de prendre avantage de mon avantage. Mais évidemment, je me suis jamais laissée faire, évidemment. Bref, tout ça pour vous dire que, donc oui, ce qui m'a aidé, c'est plutôt mon hyperactivité que mon trouble du déficit de l'attention. Et où est-ce qu'il m'a pénalisé? Dans quelle situation concrète? Eh bien, c'est dans tous les moments de focus dans lesquels je dois me mettre, dans les moments où je dois apprendre, où je suis sur la plateforme et où j'écoute un bruit, où je pense à quelque chose, où je décroche totalement et je me dis ça fait 1 heure que tu es dessus, mais en fait, vas-y, fais un résumé de ce que tu viens de lire. J'en suis incapable en fait. Où je dois reprendre le lendemain, parce que je sais que pour aujourd'hui c'est râpé. Donc je dois reprendre le lendemain ce que je n'ai pas pu comprendre la veille, parce que je décroche, et parce que lorsque cognitivement parlant je suis plus là, c'est fini.
et je ne suis pas fan de faire des siestes. Je sais que un dodo et ça repart, c'est moi, vraiment. Mais voilà, je ne vais pas faire des siestes à chaque fois que ma charge cognitive est arrivée sur le toit, on the roof. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est fou comme à quel point j'arrive à être là, j'arrive à être présente physiquement, mais que là-haut, je ne sois pas là. Et que j'ai l'impression d'être là, mais lorsque je me mets en situation d'évaluation avec moi-même, en me disant bah maintenant redis ce que tu viens de lire, et je n'ai que des zéros pointés. Donc voilà, les situations, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites ce genre d'évaluation avec vous-même, ou comme quand vous lisez par exemple. Ça, je suis persuadée que d'autres personnes vont ressortir ça, mais le nombre de fois, pourtant j'adore lire, hein, mais le nombre de fois, par exemple, un livre de 200 pages, quelqu'un va le lire en 2 jours, bon bah moi je vais mettre 2 semaines. Mais c'est pas parce que je comprends pas ce qui est marqué, mais c'est parce que je lis une page, je lis une deuxième page, troisième, allez je vais me coucher. Le lendemain, à nouveau, prête à aller dormir, je reprends le livre, je me dis mais qu'est-ce que je lis déjà? Attends mais il s'est passé ça là dans ce que je suis en train de lire, mais du coup ça s'est passé quand? Donc voilà, donc c'est important, je pense que c'est important d'en parler parce que si vous aussi, ces points-là vous parlent et que vous ne savez pas que vous avez un TDAH, c'est une piste d'investigation. Après cet interlude touriste, on va continuer avec le 5e point. Je voulais justement parler des maths avec 2 questions. Est-ce vraiment les maths le problème ou ce qu'elles représentent, rigueur, logique, performance, etc. Alors, je pense sincèrement, et alors j'ai pas de retour d'une quelconque dyscalculie avérée, mais je pense sincèrement que le vrai problème, c'est la logique derrière les maths. Il y a une logique, il y a une façon de penser, il y a, oui, une vision que je n'ai jamais eue. Vraiment, j'en parlais aussi dans le vlog il y a quelques jours, c'est que d'aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours été en difficulté en maths. Quand on me présentait au CP, CE1, ou vraiment, mais très très loin également dans les études, à chaque fois qu'on me présente un problème mathématique, je ne pige que dalle. C'est-à-dire que je comprends les mots individuellement, je comprends ce que les mots veulent dire, je comprends la sémantique du mot, mais mis bout à bout, rendu en format de question, et lorsqu'on attend de moi que je réponde à cette question, il n'y a plus personne. Donc, est-ce que c'est vraiment les maths le problème? Non, vraiment. Je comprends pourquoi est-ce qu'on a besoin de récolter ces données-là en tant qu'assistant de ressources humaines pour gérer au mieux la paix dans le service paix. Je comprends la nécessité de ces calculs. Je comprends pourquoi est-ce qu'on doit les calculer de cette façon. Ça, c'est OK, mais dans l'exécution à proprement parler de ces formules et de la captation de ces données pour proposer au gestionnaire de paie, par exemple, voilà, pour cette personne, il y a ces indemnités de kilométrie qui sont de ce montant, il y a ces jours d'absence en moins calculés de cette façon, il y a cette méthode que j'ai utilisée pour tel ou tel... Et voilà que le camion passe. Donc je comprends l'intérêt de ces données, la logique derrière tout ça me perd totalement et s'en vient derrière, bien évidemment, des biais cognitifs qui ne font que de me tirer vers le bas quelque part. C'est en lien avec l'outil, mais je vous en parle maintenant puisqu'on parle de biais cognitifs. J'ai repéré 2 biais cognitifs très parlants pour moi. Il y a le biais de la négativité et l'effet Dunning-Kruger. Alors, je pense que les 2 sont très très connus. Rapidement pour les définitions, le biais cognitif de la négativité est un concept psychologique cognitif désignant la tendance humaine à accorder davantage d'importance, d'attention et de mémoire
aux expériences négatives qu'aux positives. Ce mécanisme d'origine évolutive influence la perception, la prise de décision et les émotions dans la vie quotidienne, plus encore quand vous êtes en formation et que vous avez l'impression que vous n'avez jamais réussi à piger que dalle en maths. Eh bien, remettez-vous dans une situation où vous allez devoir faire une évaluation, où on va vous évaluer vos performances, évaluer vos capacités d'apprentissage sur les maths. Eh ben, je vous donne en mille, ce biais cognitif, il remonte à la surface. Le deuxième biais, donc l'effet Dunning-Kruger, je pense que celui-là aussi il est quand même pas mal connu. L'effet Dunning-Kruger est un biais cognitif selon lequel les personnes peu compétentes dans un domaine surestiment leur propre niveau de compétence, tandis que les plus compétentes ont tendance à sous-estimer leur supériorité relative. Décrit en 1999 par les psychologues David Dunning et Justin Kruger, il illustre les limites de la métacognition, la capacité à évaluer ses propres connaissances. Je pensais que je doutais parce que je n'étais pas capable. En réalité, je doutais parce que j'étais en train d'apprendre. C'est l'exemple qui est donné. Alors peut-être que je reste et que je reste ancrée dans ces biais-là et que je creuse de plus en plus mes racines dans ces biais, hein, c'est possible. On va passer au 6e point, ce que j'ai compris de moi-même. Quelle vérité as-tu découverte sur toi? Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Eh bien, ce que j'ai découvert de moi, c'est que, oui, j'ai un TDAH. Non, ce que j'ai découvert de moi, c'est que ce qui est plutôt constant, en fait, au fur et à mesure du retour d'expérience que je peux faire dans ma vie, voilà, hors contexte reprise d'études, hors contexte documentaire, hors contexte podcast, c'est que j'arrive toujours à retomber sur mes pattes. Et j'ai cette capacité d'être dans la recherche de solutions. Comme on dit en bon RH, je suis orientée solution. C'est-à-dire que je ne reste pas dans une situation où je sais que je suis en difficulté. Je ne reste pas dans cette boue. Je veux m'en sortir et donc je me dis ok, qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Quelles sont les solutions existantes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu et qui vivent ce que je suis en train de vivre? C'est ce qui fait que je fais un retour d'expérience comme celui-ci. Bien que je sois porteuse d'un trouble de neurodéveloppement, bien que je sache tout ça de moi, bien que j'en vois les conséquences concrètement parlant au quotidien grâce au vlog, donc grâce au documentaire, grâce à tout ce que je peux transmettre dans ma vie privée, mais également dans ma vie sur les réseaux, eh bien je sais que à chaque problème, il y a une solution. Et qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Évidemment, c'est utiliser l'outil en question. Alors si j'avais eu l'opportunité, comme je le propose aujourd'hui, grâce au podcast et grâce au documentaire, de comprendre comment est-ce que quelqu'un qui est porteur d'un TDAH arrive à s'en sortir cognitivement parlant, arrive à ne pas être en surcharge, arrive à ne pas arriver au burn-out, arrive à avoir des moments de respiration et éviter le chaos mental et avoir des moments de clarté, évidemment, je mettrai en place ce que je vais vous proposer, quoi. Donc ce que je ferais différemment, si j'en avais eu l'occasion, c'est d'utiliser ce que je vais vous transmettre. Vous inquiétez pas, ça arrive. Et justement, je vais vous parler tout de suite de cet outil, mais avant, j'aimerais vous lire ce que j'ai marqué sur cet outil dans mon journal intime. Alors si vous ne faites pas de journaling, je vous propose vraiment d'en faire. J'en ai parlé dans la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4, la saison 5 de ce podcast. J'en parle dans la saison 6, c'est quelque chose qui est très... c'est un fil conducteur pour moi. Je pense même par moments me dire, j'aimerais bien créer un produit, j'aimerais bien créer un livret SOAS Podcast et vous le partagez, ce que je pense avoir créé pour moi. Hein. Il n'est pas du tout mis en vente, mais un format de journal qui me correspond. Alors c'est pas un bullet journal, c'est pas j'en ai testé vraiment des cahiers proposés par plein de gens, mais rien qui ne soit vraiment efficace comme moi j'ai besoin qu'il le soit
par rapport à mon TDAH, mais pas que, hein, par rapport à mes exigences professionnelles, à mes exigences personnelles. Et je pense sincèrement, en tout cas j'aimerais un jour créer ce produit, créer ce journal et vous le partager pour que vous puissiez vous aussi avoir une façon de travailler, de poser vos idées, d'explorer vos pensées, d'explorer vos réflexions et que ça ne soit pas juste déposé dans un journal et puis on va le ranger un jour, que ce soit constructif pour vous. En tout cas, ça l'est pour moi. Donc certainement que je vous présenterai un jour mon journal, mais bon, c'est pas le sujet, une fois de plus, je dérive. Donc, je vais vous livrer, c'est très intime, mais voilà, j'ai très, très envie de le faire. Je vais vous livrer ça, le résultat, en fait, post-création d'outils de mes pensées, et je vous donnerai ensuite l'outil en question. Donc, vous êtes prêts? On va commencer. Je crois que j'ai réalisé que ça faisait un moment que je tournais en boucle dans ma tête. Toujours les mêmes pensées, les mêmes scénarios, les mêmes conclusions, sans jamais réussir à avancer vraiment. Comme si mon cerveau cherchait une sortie, mais revenait systématiquement au même endroit. Et puis, au lieu d'essayer de trouver plus de réponses, j'ai fait l'inverse. Je suis allée chercher des questions. C'est là que j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle. Pas pour qu'elle réfléchisse à ma place, ni pour qu'elle me dise quoi faire. Je l'ai utilisée comme un outil pour m'aider à remettre un peu d'ordre dans tout ce que j'avais dans la tête. Parce que quand tu es épuisé mentalement, et encore plus avec un TDAH, le problème n'est pas le manque de pensée, c'est l'inverse. Il y en a partout, tout le temps. Tout se mélange. Les peurs, les émotions, la fatigue, les projections. Et tu ne sais même plus ce qui est réel ou non. Ce qui m'a le plus aidé finalement, ce n'est pas d'obtenir des réponses toutes faites, c'était de retrouver un peu de clarté et de respirer à nouveau. Tomber sur des questions auxquelles je n'avais jamais pensé, voir des angles que j'évitais inconsciemment et surtout, arrêter pendant quelques minutes de fuir ce que je ressentais pour essayer vraiment de comprendre. Parce qu'au fond, je crois que le vrai problème n'était pas le doute, le problème c'était que je ne savais plus quoi en faire. Alors j'ai envie de partager ça. Bien entendu, ce n'est pas une solution miracle. C'est quelque chose qui m'a aidé à sortir un peu du brouillard mental dans lequel j'étais. Parce que j'ai réussi à trouver un moyen de calmer mon chaos mental. Voilà mon retour. Effectivement, cet outil, c'est l'intelligence artificielle. Mais plus spécifiquement, j'ai demandé à une IA en fait, de me créer un prompt pour me permettre de, comme dit, de respirer, de souffler et de me permettre de penser différemment quand je suis dans le doute. Alors, je vais vous partager mon prompt parce que je veux vraiment vous permettre vous aussi de prompter l'IA correctement parce que ça m'a demandé quand même plusieurs essais-erreurs. Alors évidemment, je ne suis pas une spécialiste de l'IA, je ne suis pas une spécialiste de Claude, de ChatGPT et autres, vraiment pas. Je vous laisse faire vos recherches, je vous laisse découvrir vous aussi comment ça fonctionne pour vous, comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ce prompt-là m'a vraiment aidé. Donc c'est inutile de le garder pour moi, je vous le partage et évidemment faites-en bon usage. Le prompt est le suivant: agis comme un consultant, un expert qui m'aide à clarifier mes pensées sans me juger. Je traverse une période de doute dans, et là, précise ta situation. J'ai l'impression que, explique ce que tu ressens, même si c'est confus, explique-le. Et ensuite, tu continues avec ceci: aide-moi à comprendre ce qui relève d'un manque de compétences, d'une peur ou d'une surcharge mentale. Identifier les biais cognitifs qui peuvent fausser ma perception. Me proposer des questions pertinentes pour clarifier ce que je vis. Proposer des pistes concrètes adaptées à quelqu'un qui peut avoir des difficultés de concentration comme un TDAH. Et enfin, termine par ceci: ne me donne pas des réponses toutes faites, guide-moi avec des questions et des reformulations. Et cette dernière phrase, c'est ce qui change tout en fait, clairement, parce que, une fois de plus, c'est un outil.
Et c'est pas un outil qui est censé t'aider à rassurer ce qui se passe pour vous. Ça n'a pas d'utilité. Vraiment, autant demander à votre compagnon, à votre compagne ou à vos amis ou voilà, les personnes proches de vous ou à votre psy éventuellement, voilà, à vous rassurer. Mais cet outil, il est vraiment efficace justement pour calmer votre chaos mental en vous permettant d'avoir des angles différents, d'avoir des points de vue, d'avoir des perspectives que vous n'y aurez jamais pensé, à y mettre votre intention, votre œil. C'est ce à quoi sert l'IA. Vraiment, alors évidemment, une fois de plus, un disclaimer, je ne dis pas que l'IA est sauveur et sauveuse de tout, je ne dis pas que l'IA n'a pas d'impact sur notre environnement, vraiment c'est pas ce que je dis, mais clairement, ça reste tout de même un outil pertinent, édifiant, lorsque vous ne pouvez pas, par exemple, vous procurer un coach, parce que clairement, ce type de posture, ce type de façon d'être, de façon... les solutions proposées par l'IA est tout de même aussi une solution qui peut être proposée, partagée, être réalisé au moyen d'un coach. La manière dont j'ai proposé ce prompt est tout de même une fonctionnalité du coach, nous permettre de nous poser les bonnes questions et de conscientiser soi-même les situations dans lesquelles nous passons, autant nos croyances, autant nos limites. Ça reste tout de même les fondements du coaching. Pour vous, vous ne souhaitez pas faire appel à un coach, vous ne pouvez pas financièrement faire appel à un coach. Si vous aimez bien l'IA, si vous souhaitez découvrir et si vous dites j'ai un peu tout essayé et finalement rien n'a fonctionné, bon, écoutez, je vous propose vraiment ce prompt. Donc je pense que je mettrai un lien pour télécharger la fiche PDF de ce prompt-là. Je pense que je vais le faire, ça ne va pas me coûter beaucoup plus de temps. Et une fois de plus, l'IA n'est pas utilisée comme une vérité absolue. Ce qui compte vraiment, c'est pas vraiment la réponse en elle-même, mais c'est plutôt la manière dont l'IA pourra vous proposer une meilleure compréhension de vous-même. Et surtout grâce à ce prompt-là. Voilà. Donc, en gros, pour remettre dans le contexte, dès que cela ne va pas, dès que cela ne va plus, je réutilise ce prompt-là. Et voilà, j'explique ma situation, déjà de poser ma situation, de poser clairement mes doutes, de poser clairement le chaos dans lequel je vis sans que ce soit bien structuré, parce que voilà, c'est une fois de plus, l'idée c'est pas d'aider l'IA à hiérarchiser vos pensées par vous-même, c'est de déverser tout ce que vous ressentez, déverser tout ce qui se passe pour vous et lui dire voilà tout ce qui se passe, maintenant aide-moi à comprendre voilà, ce qui relève d'un manque de confiance, d'un manque de compétences ou d'une surcharge, peu importe, qu'est-ce qui peut être identifié dans ce que j'écris par des biais, etc., etc. Donc, dès que cela ne va pas, dès que cela ne va plus, je repars sur une IA, j'écris ce prompt et vraiment je suis, comme on dit dans le sud, espantée. Je suis ébahie par les questions qu'il me pose et les réponses finalement que je peux trouver, qui parfois n'ont pas nécessairement besoin d'être réécrits sur l'IA. Je prends mon journal et je me dis tiens, l'IA m'a posé cette question suite à ces réflexions. Comment ça résonne pour moi, quoi. Voilà. Bon écoutez, je pense avoir fait vraiment le tour. Je voulais vous parler un peu plus du TDAH, de la surcharge cognitive, etc. Mais je me dis que je laisserai ça certainement pour un autre épisode. J'avais commencé à enregistrer cet épisode, comme je vous l'ai dit en intro. Peut-être que je réutiliserai certains moments de ce premier enregistrement. C'est possible ou pas. Je verrai bien en montage. En tout cas, merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il a pu vous aider. J'espère vraiment que voilà, vous avez pu retrouver dans mes propos, dans mon retour d'expérience, un peu ce que vous vivez également de votre côté et voilà, y trouver du soutien, y trouver une forme de communauté. On est là-dedans, ensemble, et on essaie ensemble aussi de se partager et de se donner des outils, des solutions, des réflexions. En tout cas, c'est vraiment le but du SOS Podcast.
Donc merci infiniment pour votre présence. Vous retrouverez bien entendu en barre d'infos tous les liens nécessaires pour mon site internet, les consultations que je propose, également les liens par rapport à mes différentes plateformes, avec Instagram, où voilà, on est un peu plus dans l'intimité avec Instagram, tout de même, on ne va pas se mentir. Également voilà, ma chaîne YouTube, si vous écoutez le podcast en format audio. N'hésitez pas également à commenter, à liker cette vidéo, ça ne peut que m'aider et encourager toute la production que je vous propose totalement gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est totalement gratuit, c'est très vrai. Évidemment, je vais vous proposer de rester branchés. Un autre épisode de cette 6e saison arrive. Je vous en dis pas plus, mais on va justement continuer ce chemin d'introspection personnelle. Dans cet épisode, je vous parlais de la personne qu'on essayait plus ou moins de me faire devenir, ou tout du moins la personne que j'essayais de devenir au travers et grâce à cette formation. Et bien justement, je pense qu'on va parler d'identité et on va parler peut-être aussi de perte d'identité professionnelle quand on reprend ses études. Je pense avoir des choses à vous partager, à vous proposer et là encore des solutions à vous donner. Voilà. Merci infiniment. N'oubliez pas dans ce podcast, si vous êtes là depuis longtemps, vous connaissez cette phrase qui est la suivante. On avance pas à pas. Et moi je vous dis à très vite. Ciao.